Ça marche? On va vite commencer alors. Je crois qu'on se connaît, en tout cas pour la plupart d'entre vous, on s'est vu déjà. Donc je ne vais plus me présenter cette fois-ci. On va tout de suite passer à OpenJet. Donc comme vous savez, j'essaie de vous amener un petit peu le network autour de moi. On ne se connaît pas encore très bien personnellement, mais on n'a pas d'historique comme avec tous les autres. Mais OpenJet, comme ceux qui étaient là la semaine dernière pour Corentin, OpenJet est également une boîte qui s'est lancée il y a 10 mois, c'est ça ? Dans le même cadre d'idées, avec un business plan, avec de jeunes entrepreneurs en herbe qui ont repris le sujet et qui le mènent aujourd'hui. Donc je vais les laisser présenter ce qu'ils font. L'idée est toujours la même, ils vont vous parler d'eux, de leur parcours, de leur expérience, pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Et puis laisser ouvert à la discussion. Et vu que vous êtes un nombre très contrôlable, j'espère que ce sera encore plus interactif alors. Messieurs. Merci. Merci Isabelle pour cette présentation et puis merci de nous avoir invités encore. N'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas si c'est à la fin ou pendant le truc. Enfin, comme vous voulez. Donc, en fait, avant de faire OpenJet, on a fait plein d'autres choses et je pense qu'on n'arrive pas à un projet entrepreneurial. C'est rarement son premier qui marche. Moi, j'ai eu pas mal j'ai fait pas mal de choses avant et j'ai eu pas mal d'échecs. Enfin, en tout cas, jamais rien n'était un échec, mais pas mal d'expériences avant. Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas beaucoup l'école. J'étais pas mauvais, mais je m'ennuyais pas mal. Donc, j'ai fait plein de projets en attendant. J'avais commercialisé un jeu chez Hasbro quand j'étais petit. Un jeu qui s'appelait La Bourse en folie. C'était un échec total quand j'avais 13 ans, mais ça m'a occupé pendant mes salles de classe. Quand j'étais à HEC, parce que je suis diplômé d'HEC, on s'ennuyait aussi un peu en salle de cours, donc j'ai écrit un livre. C'est un bon plan si vous voulez gagner un peu d'argent. C'est assez facile. Mais j'attendais avec impatience en fait la vie professionnelle. Et puis la première étape en fait, quand on est à HEC, c'est de faire des stages. J'avais impatience d'y arriver. Et donc j'ai trouvé des stages qui, sur le papier, sont sympas, du conseil dans une belle boîte, beau cabinet de conseil à Paris, et travailler en finance à New York chez Pernod Ricard. Donc sur le papier, ça avait l'air sympa. Et puis ça doit l'être pour plein de gens. Sauf que moi, j'ai quand même trouvé que ces stages, c'était très principalement... ça consistait en beaucoup de réunions stériles, à être assis sur une chaise et devant un ordinateur un peu pourri pendant 90% de son temps, et surtout préparer le PowerPoint dans son N+1 pour qu'il le trouve joli. Donc je trouvais que c'était pas super intéressant. Voilà, moi je pensais que ça serait comme ça, et en fait c'était très souvent comme ça là en bas. Donc on tricote, et on a l'impression de s'ennuyer un peu. Puis c'est très étonnant parce que les gens en société, ils disent que c'est comme ça, et même sur toutes les plaquettes des stagiaires, des boîtes, tous les gens ils sont comme ça. Puis une fois qu'on est dedans, ils sont jamais comme ça en vrai. Donc il y a un blogueur un peu connu qui s'appelle Le Sociologue qui parle de ces jobs, ces stages ou ces premiers emplois comme intérêt chiant, c'est-à-dire que c'est très chiant, mais en fait en société tout le monde dit que c'est intéressant. Bref, et donc je me suis dit je peux pas rentrer à HEC, donc il me restait un peu moins d'une année, et entrer dans la vie professionnelle. La vie, ça peut pas être ça, quoi. J'ai pas fait toutes les études pour avoir cette vie-là. Donc je suis allé voir HEC, je leur ai dit, j'avais juste envie de prendre du temps off, et je leur ai dit, s'il vous plaît, on arrête les études, on arrête le cursus. Bien sûr, ils ont fait non. Donc on envoie 10 mails, on appelle 10 fois, ils disent OK, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ils nous écoutent. Donc j'ai prétexté que je voulais faire de l'humanitaire en Inde, ce qui était absolument faux. Et en fait, avec un copain, on s'est dit, bon bah voilà, on a mis un stop à nos études, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et donc on a cherché un projet, on s'est dit on va faire comme tous ces gens qui font des tours du monde, ça a l'air sympa, faisons ça. Donc on a trouvé un projet qui allait d'interviewer des entrepreneurs français en Asie. Puis on s'est dit autant le faire financer, parce que ça sera plus sympa. Et donc en fait on est devenu journaliste pour les Échos pendant un an pour aller interviewer des 40 entrepreneurs français en Asie. Donc voilà, on s'est dit on va couper avec cette période un peu chiante pour aller faire des trucs plus sympas. Oula, attends.
Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour faire 40 portraits d'entrepreneurs, en fait, ça se fait en 3 mois. C'est-à-dire que pour un gars, vous avez besoin de 1 heure pour prendre le rendez-vous, 1 heure pour l'interviewer, 3 heures pour écrire votre article. Et finalement, en 3 mois, c'était plié. Et puis ce qu'on avait fait, c'est qu'on était en Asie, on tournait pas mal, mais on a un pied-à-terre au Cambodge. Et moi, je me suis vraiment passionné pour le Cambodge. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Et bon, c'est souvent comme ça quand vous êtes dans des nouveaux pays. Il y a plein de choses que vous ne comprenez pas. Et là, vraiment, le Cambodge, il y a plein de choses que je ne comprenais pas, que j'avais envie de comprendre. Donc, j'ai eu une démarche ultra sociologique. J'ai fait quelques petits jobs qui me permettaient d'aller en campagne, en particulier un petit job pour un social business qui a distribué de l'eau en campagne. Donc j'allais en campagne avec un traducteur. Et en fait, moi, je faisais mes expériences sociologiques pour essayer de comprendre comment les gens vivaient, réfléchissaient, etc. Bref, je suis vraiment tombé amoureux du Cambodge. Je me suis dit, je vais y rester, je vais y faire un truc. Et je me suis rendu compte que c'était un pays ultra conservateur où il y avait un vrai problème de gestion de la sexualité chez les locaux. J'avais par exemple des potes cambodgiens qui me racontaient des trucs parce que moi j'étais étranger, blanc, etc. Mais qui racontaient pas à leurs potes khmers qu'ils connaissaient depuis 10 ans. Ce que je trouvais ça absurde. Je suis tombé aussi sur un rapport d'ONG qui expliquait que le chiffre hallucinant, hein, que 25% des hommes cambodgiens adultes ont déjà violé une femme dans leur existence. Je sais pas, vous êtes 20 mecs ici, c'est-à-dire il y en aurait 5 qui auraient déjà participé à un viol. C'est du délire. Donc on se dit, il y a un vrai problème là-dessus. Et en fait, je me suis dit, le problème, c'est que les gens ne peuvent pas parler de leurs problèmes et ne peuvent pas évacuer leurs frustrations. On a un âge du mariage qui recule de plus en plus. Et bien sûr, c'est un pays où on ne se marie pas avec qui on veut et quand on veut. Et surtout, on n'a pas de relation avant le mariage. Et comme l'âge du mariage a tendance à reculer, parce que les parents veulent que leurs enfants aient une situation, on se retrouve avec des gens de plus en plus frustrés. Et donc la solution, c'est que j'ai créé le premier téléphone rose du royaume du Cambodge. Je vous ai montré notre premier flyer. Donc j'ai fait ça avec un Français qui habitait là-bas depuis pas mal de temps et un Cambodgien. Donc système assez simple. On est allé voir un opérateur, le Orange local. On lui a dit vous faites un numéro surtaxé, vous prenez l'argent et vous nous reversez. Ça a été un carton. Pour le soft launch, on a distribué 2000 flyers dans la rue. Vous savez, vous avez des tas de motos qui passent et qui s'arrêtent à chaque feu rouge. Et on a embauché des gens pour distribuer des flyers à tous les gens en moto. 2000 flyers, dans les 3 jours, on a eu 500 appels. C'est un truc de délire. Et on les a distribués à Phnom Penh, on avait des appels de l'autre bout du pays. C'est un peu comme si vous distribuiez des flyers, je sais pas, rue Montmartre, et que le lendemain, vous aviez des appels de Perpignan, quoi. C'est absolument hallucinant. Ça a marché quelques mois. Et puis, on a eu un petit problème, c'est que nous, l'opérateur, on lui avait présenté ça comme un service téléphonique de personnes à détresse psychologique. On avait été un peu évasif sur le contenu. Et on n'avait pas tort, parce qu'en fait, 80% des gens appelaient pour des histoires de cœur. C'est-à-dire, j'ai envie de me marier, mais c'est compliqué, ses parents veulent pas, qu'est-ce que je dois faire, je sais pas où j'en suis, ou je me sens homo, mais j'ose pas le dire à ma famille, etc. Enfin, plein de questions comme ça. Et donc, c'était vraiment un service d'assistance psychologique dans 80% des cas. L'opérateur a focus sur les 20 autres pourcents et nous a coupé. Donc ça s'est bloqué. On est allé voir d'autres opérateurs et ils n'ont pas voulu signer avec nous. Puis à un moment, moi, je devais rentrer en France parce qu'il fallait qu'un jour je sois diplômé d'HEC quand même. Mon pote khmer est réalisateur de cinéma et en fait a commencé à avoir du succès, donc à voyager à des festivals, etc. Donc il était très peu sur place. Et on s'est dit, est-ce qu'on veut... Enfin, on s'est dit, une boîte, c'est aussi censé nous représenter et correspondre un peu à... Enfin, nous correspondre dans la durée. Et on s'est dit, alors c'est kiffant, on peut faire de l'argent avec. Est-ce que ça nous correspond dans la durée? On n'était pas sûr. Et donc on n'a pas persévéré là-dessus. On s'est dit, c'est une super expérience, on est rentré dans nos frais. Et puis c'est rigolo.
Et c'est surtout marré à recruter les filles, c'était un vrai spectacle. On s'est dit, passons à autre chose tous ensemble. Et donc, moi, je suis rentré à HEC, et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré donc Alexandre et Corentin, donc Corentin qui est venu la semaine dernière, et qui sont les fondateurs de Widget, donc une compagnie de jet assez importante en France. Et ils sont venus avec un constat qui est de dire un hôtel, ça se réserve en ligne. Une voiture, maintenant, ça se réserve finalement avec un téléphone. Un avion commercial, ça se réserve en ligne. Et par contre, un jet, c'est pas possible. Vous êtes obligé de passer par un gars au téléphone qui vous allez faire votre demande, qui va mettre 2 jours pour la traiter, qui va envoyer des mails et passer des appels dans tous les sens. Donc il y a un problème. La technologie n'est pas entrée dans ce domaine. Et donc il faut faire quelque chose. Et donc il est venu nous voir, il nous a proposé de travailler dessus, regarder le marché, regarder le projet. Et puis après on s'est dit qu'il y avait quelque chose, et donc on s'est lancé et on s'est associé. Je pense que je vais laisser Frédéric en parler un petit peu plus. Bon, je vais parler un petit peu de moi avant. J'ai un peu moins d'histoires exotiques à raconter qu'Antoine, qui a fait quelque chose assez drôle dans sa vie. J'étais pas comme lui, j'aimais bien l'école, je m'ennuyais pas trop, j'avais hâte que ça avance. Donc j'ai fait, je suis pas du tout passé par HEC, j'ai fait une école d'ingé en chimie, donc il y avait a priori rien à voir avec tout ça. Je trouvais ça marrant, ça me permettait de jouer un peu dans les labos, c'était plutôt drôle, c'était assez sympa. Mais en fait, ce que je faisais quand j'étais chez moi, c'est que je passais mon temps à démonter des trucs, à essayer de les faire voler avec plus ou moins de succès. Quand j'étais au lycée, j'essayais de mettre des caméras sur des avions pour essayer de faire des drones, c'était les premiers trucs. J'essayais de vendre ça à mes potes en leur disant vous pourrez prendre des photos de vos voisins, etc. Ça marchait pas parce qu'en général, mes avions, ils volaient pas. Donc j'étais un peu frustré avec ça. Mais bon, j'ai continué dans la chimie, un peu parce que je trouvais ça drôle. Il se trouve que j'ai fait un voyage humanitaire en Inde parce que je trouvais ça stylé, mais un vrai. Cette fois, je suis pas parti au Cambodge, j'ai pas fait. Et là-bas, je suis tombé amoureux de ce pays, donc ça a un peu changé ma vision des choses. Et c'est là que je me suis dit, mais tu t'es embarqué dans une voie. Voilà, on t'a dit fais une prépa, va en école. J'ai fait une école. Et je me suis dit, en fait, c'est pas ce que je veux faire. Il doit y avoir plus que ça à faire dans une vie. Donc, quand je suis rentré en France, j'ai quand même fait l'école. J'ai pas pu arrêter et prendre 2 ans de break, donc je suis allé jusqu'au bout. Et ensuite, je me suis dit, je veux faire quelque chose de différent, je veux monter quelque chose. Donc j'ai un peu cherché, je savais pas trop quoi faire. Je suis rentré à HEC entrepreneur, du coup, il y a un peu plus d'1 an et demi. Parce que là, je me suis dit, je vais rencontrer des gens avec des expériences différentes, qui ont vécu plein de choses, et je vais trouver ma voie. Ça n'a pas du tout marché comme ça. Les 2 premiers mois, j'ai rien trouvé du tout. Et en fait, finalement, j'ai quand même rencontré Antoine, Corentin et Alexandre. Et c'est là que, en discutant et avec cette idée de finalement, maintenant, on pourrait réserver le jet privé en ligne. C'est comme ça qu'on en est venu à se dire, on va faire une plateforme permettant la réservation de jets en ligne. On a creusé le sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, pour faire ça, il fallait un vrai logiciel et que c'était beaucoup plus compliqué que juste faire une appli et un site web. Et donc on s'est lancé là-dedans et notre boîte est devenue finalement une boîte beaucoup plus techno qu'une marketplace. Et on a vraiment développé un logiciel de gestion pour les compagnies aériennes de jet privés. Donc ça fait maintenant presque 18 mois qu'on bosse dessus. On vient de finir la première levée qui nous permet d'accélérer un peu en termes de recrutement de développeurs, etc. Et voilà, en gros, comme on était un petit peu en retard, je pense qu'on va abréger un peu, parce que c'est peut-être plus sympa si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur nos vies, sur le projet, sur qu'est-ce qui a pu nous motiver à un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a bien aimé, etc. Je pense que c'est peut-être plus intéressant que juste comme ça, devant une slide qui représente d'ailleurs. Qui représente quoi oui, le site web de présentation d'OpenJet. Allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. N'ayez pas peur, on est en petit comité, on va pas vous manger. Si vous voulez, ils permettent le numéro rose. Allô ? Moi j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire un site sur du time sharing
de moyens de transport volant sur une niche très étroite, on va dire. En fait, contrairement à ce qu'on pense, le jet privé, on va dire, c'est une niche en volume, mais c'est pas du tout une niche en valeur. C'est un marché de 10 milliards de dollars, Europe plus US, et qui va grossir énormément dans les prochaines années quand la Chine va s'ouvrir. Aujourd'hui, l'espace aérien chinois est pratiquement fermé partout, enfin militarisé partout. Donc c'est super compliqué de faire des vols en jet. Mais une fois que ça va s'ouvrir, ça va faire énormément de volume en plus. Donc ça, c'est pour le côté taille de marché. Mais sinon, à titre perso, moi le jet, c'est pas du tout mon milieu. Je dois bien dire, je suis pas passionné d'aéronautique, de luxe. Au contraire, je veux dire, pour moi, mes expériences en Asie, ça a été plutôt de penser le luxe est superflu, etc. Mais moi, ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est plutôt la dimension techno, c'est-à-dire on va rendre possible un truc qui n'est pas possible. Un petit peu comme les gars de Uber ont dit on va rendre possible de réserver en un clic. Le défi, en fait, il est là. C'est rendre possible ça. Sauf que ou derrière Uber ou derrière Expedia, etc., il n'y a pas vraiment de technologie. Parce que c'est ce qu'on appelle il y a peu de technologie parce que c'est ce qu'on appelle des inventaires statiques. C'est-à-dire que vous avez des places et vous devez les remplir. Pour le jet, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, vous n'avez pas un avion qui est prévu de telle heure à telle heure avec des places à remplir. Vous avez juste un inventaire de possibilités. C'est-à-dire que vous avez des pilotes, des avions, des règles. Je sais pas, un pilote qui peut voler 5 heures tous les 2 jours, un avion qui a au bout de 6 heures un cliff de maintenance, je sais pas, des aéroports ouverts, des trucs comme ça. Et donc en fait, c'est un univers de possibilités. Et donc en fait, pour chaque demande, vous devez crawler un maximum de data pour voir ce qui est possible déjà. Et pour calculer le prix, vous devez intégrer un maximum de données pour avoir un prix réel. Que ce soit les fees d'aéroport, les prix de déplacement des pilotes, le prix de déplacement du catering, tout ça. J'ai répondu à peu près. J'ai juste un commentaire à faire. Il y a aussi un historique qui est un peu lié à Widget. Parce qu'à la base, pour ceux qui étaient là la semaine dernière pour Widget, quand ils ont développé Widget, il y a eu pas mal de développement technologique derrière. Donc je suis vraiment la mauvaise personne pour en parler. Mais de ce que j'en ai compris, c'est quand même un système assez complexe de réservation qui n'existait pas auparavant pour des compagnies aériennes privées. Donc l'idée était aussi de construire un petit peu sur ce système-là et d'en faire quelque chose de beaucoup plus large parce qu'en fait, c'est une industrie qui est tellement décentralisée, il n'y a tellement pas de règles, de prix, de quoi que ce soit. Même par exemple pour Widget, c'était parfois compliqué quand ils n'avaient pas d'avion disponible de trouver une autre compagnie à affréter pour faire le vol pour leurs clients. Donc il y avait une opportunité d'essayer d'automatiser tout ça et d'optimiser l'utilisation des avions et des prix, un peu comme quand on va sur Opodo ou autre et qu'on a l'optimisation de toutes les différentes compagnies aériennes. Donc ça, c'est... Pour le dire autrement, avant Widget, et maintenant où Widget n'est plus le seul, mais on va dire il y a 3 ans, si tu fais une demande de vol en jet privé d'un endroit à un endroit, on est incapable en moins de 3 heures de te donner un prix et juste de te répondre sur la possibilité de faire ce vol. Donc nous, ce qu'on apporte en fait avec la technologie, c'est la possibilité de répondre immédiatement et de donner un prix. Et une fois que tu as ça, en fait, tu peux vendre online. On est d'accord, vos clients, c'est Widget et tous les autres. Ouais, toutes les compagnies privées, du coup, Ouais, en fait, nous, notre système, c'est on distribue la valeur de la boîte, elle est dans le software, qui est un ERP, un ERP de gestion et d'optimisation qu'on donne gratuitement aux compagnies de jet. Un peu comme La Fourchette donne son module de réservation gratuitement à tous ses restaurants. Et où La Fourchette développe sa propre plateforme de réservation, nous, on utilise la donnée et on la dispatche vers différentes plateformes de réservation qu'on contrôle ou pas. Et à part Widget, ça intéresse qui pour le moment ? Grosso modo, on a une 20aine de compagnies qui utilisent nos solutions techno.
Ce qui est assez petit puisque il y a 700 compagnies de jets en Europe. Donc c'est step by step, mais bien sûr, sur tous ces trucs de logiciels, il y a une résistance au changement qui est assez forte. En particulier dans les jets, les gars qui ont lancé des compagnies de jets, c'est en grande partie des anciens pilotes, qui sont des gars qui adorent les avions, adorent la performance, et surtout adorent passer du temps pour organiser un vol. Enfin, ils n'ont pas envie d'être remplacés par des logiciels. Merci. Bonjour. Je voulais savoir, moi, qu'est-ce que vous faites respectivement du coup dans la boîte? Parce que du coup, vous ne bossez pas avec Widget, mais avec OpenJet exclusivement. Et donc ça serait une première question. Et une deuxième question, c'est aujourd'hui, est-ce que du coup, parce que vous disiez que ce que vous avez fait dans votre parcours, ça ne vous correspondait pas forcément. Et du coup, en quoi aujourd'hui ça vous correspond ce que vous faites? Et est-ce que vous avez envie de faire d'autres choses encore maintenant, ou est-ce que vous allez faire OpenJet toute votre vie jusqu'à ce que ça gagne en valeur vraiment énormément en tout cas? Pour répondre à la question sur les rôles, en fait, on fait tout sauf la partie développement, puisqu'on n'a pas les compétences pour ça. Donc, on a des développeurs qui nous aident là-dessus. Après, il y a vraiment de tout. C'est gestion, enfin, c'est la partie commerciale. Donc, c'est appeler les compagnies, les convaincre, faire les démos, etc. C'est la partie administrative. Il y a des papiers, des tonnes de papiers tout le temps à gérer. C'est recruter, toute la partie recrutement, gérer aussi les demandes des différentes compagnies pour mettre des priorités dans le développement. Enfin, on fait toute cette partie-là. Mais ça, c'est le CTO qui le fait pas mal. Le CTO nous aide beaucoup. La prioritisation, bien sûr, du développement, c'est quand même. C'est lui qui sait combien de temps chaque truc prend. Donc, il est important. Après, on gère en fonction des demandes des compagnies. Quand on sent qu'elle est intéressée, mais qu'il lui faudrait ça en plus, on accélère sur cette partie-là, etc. Nous, on a une partie financement aussi, trouver des fonds. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Qui prend du temps, toujours plus de temps que prévu. Et puis il y a une dimension aussi un peu marketing / relations presse, qui est être la personne qui représente, ou les personnes qui représentent la boîte, qui communiquent dessus. Et ça prend toujours plus de temps que prévu, en fait. Tout prend toujours plus de temps que prévu, c'est incroyable. Et après, pour répondre à... Enfin, je sais pas si tu veux en premier, mais sur est-ce que j'ai d'autres projets? J'en ai plein. J'en ai vraiment plein en tête, beaucoup en Asie d'ailleurs. Mais maintenant, j'en viens à penser en fait que mais ça me plaît beaucoup ce que je fais parce que je suis complètement libre. Je me dis si ça se crache, ce qui arrive je crois que la statistique c'est sur 10 startups. Ouais. Je crois que la stat c'est sur 10 startups qui sont financées par des fonds. Il y en a une qui va cartonner en x10 ou au-delà, 3 où les fonds vont à peu près récupérer leur mise, et 6 qui vont se cracher. Donc statistiquement, c'est possible. Mais moi, ma réflexion personnelle, c'est de dire maintenant que j'ai un diplôme qui me permet de retrouver un taf dans un cabinet de conseil. Comme vous pourrez toujours faire du développement, être bien payé. Enfin, des développeurs, on en a besoin tout le temps. Et vous en allez en voir un bientôt. Enfin, en tout cas, nous, la guerre, c'est de trouver des développeurs. Ouais, en ce moment, des stagiaires, des CDI, quoi que ce soit, c'est la guerre. Vous êtes la ressource rare sur le marché du travail sur les 20 prochaines années. C'est certain. Mais bon, quoi qu'il en soit, quand on sait qu'on peut retrouver un taf à côté, j'ai envie de dire, un peu comme Rémi Galère, on peut faire n'importe quoi. Et puis on faut le faire avec sérieux, avec application, et continuer tant que ça nous plaît, parce qu'il n'y a pas de raison d'arrêter. Il n'y a pas besoin de stresser sur l'avenir, outre mesure, je pense. Ouais, ça résume bien le truc. Effectivement, tant que ça nous plaît, il n'y a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Et ce qui est bien aussi, c'est que, moi, quelque chose que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que quand on demande qu'est-ce que tu fais, on peut pas nous mettre dans une case en fait. On peut pas dire voilà, je fais du conseil en strat dans tel cabinet ou tel truc. On fait plein de trucs, on touche à tout, on rencontre plein de gens tout le temps, on découvre tous les jours de nouvelles choses, on continue d'apprendre. Tous les jours on apprend plein de trucs dans plein de domaines différents. Et donc il n'y a aucune raison de vouloir arrêter ça, puisque c'est super enrichissant, et pour ça on peut
continuer. Enfin, on peut continuer la vie, quoi. Et puis, enfin, le drame du job salarié, pour moi, c'était la gestion du temps. Enfin, l'idée qu'on doive aller au travail à 9h, qu'on doit en partir à, je sais pas, 19h, 20h, peu importe, qu'on ait quelque chose à faire ou pas à faire et qu'on doit poser, vraiment, comme ça, poser son cul sur une chaise et attendre que le temps passe. Enfin, je trouve que c'est une absurdité, mais des plus folles, ça fait aucun sens. Et là, le loisir d'avoir à gérer son temps, c'est un luxe incroyable. C'est-à-dire, vous priorisez sur ce qui est important, vous mélangez le pro et le perso. Si le pro fait sens le week-end, bah vous faites votre pro le week-end. Enfin, tant que ça délivre, ça marche. Et donc, enfin, vous êtes beaucoup plus efficace sur votre vie pro, sur votre vie perso, et en optimisant le temps beaucoup mieux. Donc enfin, on a l'impression de se rendre utile en fait, et d'être utile parce qu'on passe pas ces heures entières de présence. Et pour moi, qui était vraiment une torture. Bonjour. Du coup, j'aurais une question, s'il vous plaît. Ça serait de savoir, sur votre site, on voit qu'il y a un nouvel espace qui s'ouvre bientôt, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Ouais. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous comptez vous diversifier ou autre Bonjour aussi. En fait, sur notre site, avant ça, on voit il y a une partie client, une partie opérateur. C'est la partie opérateur. Et en fait, la partie client, elle est coming soon parce que notre priorité aujourd'hui, c'était de revendre la data, non pas directement à des clients en B2C, mais de la revendre à des agents de voyage, à des conciergeries, donc en B2B, où ils ont des accès spéciaux. Et donc, en fait, on a mis un peu de côté le B2C. Mais c'est prévu en juin. C'est toujours dans les plans, mais c'est pas notre priorité pour le moment. Et voilà, ça sera mais c'est le projet, quoi. C'est juste la partie B2C qui en fait met beaucoup plus de temps. Enfin, quand vous faites un projet B2C, ça coûte cher en marketing parce que il faut arroser d'AdWords, faire du référencement, etc. Ça coûte cher. Et à chaque fois c'est des petits volumes. C'est-à-dire un gars qui prend du jet, il va pas en prendre tous les jours. Alors que si vous arrivez à convaincre une grosse agence de voyage, une grosse conciergerie, je sais pas, la conciergerie du Georges V ou un truc comme ça, vous allez pouvoir faire peut-être 3-4 vols par semaine, ce qui est pas mal, juste avec un compte. Donc, d'accord, mais en fait, je vois pas comment vous comptez donner l'application à des clients, à des entreprises. Je vois bien comment vous pouvez leur donner à Widget, par exemple, mais leur donner à des clients simples, en fait, à quoi ça va leur servir de passer par OpenJet ou par Widget. En fait, quand ils passent par OpenJet, ils tombent sur un que ce soit B2B ou B2C, ils tombent comme un Opodo ou un Expedia du jet privé. Donc ils font leur demande et en fait on va regarder les possibilités suivant les différentes compagnies. Donc on va leur sortir un inventaire de 10 compagnies, 10 prix différents sur 10 avions différents. Et donc ils vont pouvoir faire le meilleur choix online et payer et réserver online. Ils vont passer d'un système où en fait ils vont appeler un intermédiaire par téléphone. Ils vont leur dire bonjour, je voudrais faire un vol pour 4 personnes, par exemple à un Paris-Genève. Là on va leur dire bah écoutez, en fait c'est le courtier, il s'adresse à un courtier. Le courtier lui va appeler les 3-4 compagnies avec lesquelles il est copain. Ces gens-là vont faire un devis, vont les renvoyer au courtier. Le courtier va prendre 15% de marge. Il va renvoyer un devis. Donc, c'est-à-dire un devis, c'est vraiment un PDF dégueu renvoyé qu'ils vont renvoyer au client. Il dit lequel tu préfères des 4. C'est ça qui va se passer. Le process met plusieurs heures, voire jusqu'à 48 heures. Il y a 15% de marge par un gars qui est juste qui fait l'intermédiaire avec un téléphone. Et il y a très peu de possibilités de choix. C'est-à-dire, vous ne voyez pas les avions, vous ne voyez pas, je sais pas, les reviews des avions, vous ne voyez pas l'historique de la compagnie. Vous savez même pas, souvent les brokers ne disent même pas quelle compagnie opère le vol. Les courtiers ne le disent pas, justement pour que les clients ne les shortcutent pas. Donc là, en fait, on apporte transparence, réduction de l'intermédiation, immédiateté et surtout beaucoup plus d'informations disponibles. On passe du système agence de voyage pour réserver un hôtel il y a 20 ans au système je sais pas, Booking
ou je sais pas, ou kayak, enfin je sais pas, un truc comme ça. C'est à peu près clair ou... Ok. Bonjour, j'aimerais savoir quelles ont été les difficultés en fait que vous avez eues à travers, enfin, du début du projet jusqu'à maintenant. Enfin, les principaux problèmes. Principaux problèmes, on a eu au début beaucoup de mal à trouver les développeurs qui allaient bien, vraiment. Parce que du coup, notre produit, comme on l'a expliqué, repose beaucoup, enfin c'est que de la techno. Et donc sans les développeurs, on a vraiment eu ce problème de recrutement. Ensuite, il y a les problèmes tout simplement de commercialisation, c'est-à-dire quand on va voir les compagnies, ce qu'expliquait Antoine, elles sont parfois un peu réticentes parce que notamment les pilotes, en fait, en plus d'adorer voler, ils n'aiment pas trop être suivis, ils n'aiment pas trop que les gens soient au courant exactement de ce qu'ils font, etc. Là, si on leur met de la technologie, on va pouvoir un peu suivre le nombre d'heures, etc. Donc il y avait cette réticence-là. Ça, c'était vraiment sur la partie commercialisation. Après, il y a eu d'autres problèmes que j'ai eu personnellement, je ne sais pas exactement d'ailleurs pour Antoine, c'était plus au niveau familial et environnement. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, du jet privé, enfin déjà pourquoi, de la techno encore plus pourquoi, tu connais rien, puis tu vas faire ça à combien de temps, t'as fait c'est ça, t'as fait des études, pourquoi tu vas pas trouver un job, qu'est-ce que tu pars là-dedans, t'as aucune garantie, tu vas pas avoir de salaire. Et ça, à surmonter, c'est pas toujours évident, il y a cette pression un peu de la famille et des amis, où parfois le soir, on se dit, c'est vrai, qu'est-ce que je fais là-dedans? Et puis en fait, le lendemain, quand on se lève et que on va faire 15 trucs différents, on oublie toutes ces réticences, et puis c'est un choix personnel, donc on oublie tout ça. Ça, ouais, je pense que pour moi, c'était vraiment la partie la plus difficile, c'était dire, je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ça, et c'est pas parce que j'ai fait des études que je dois absolument rentrer dans telle case. Ouais, avant que tu lèves de l'argent, t'as pas d'argent, donc c'est dur. Inévitablement, surtout tu vois tes copains qui ont un salaire, quoi. Donc, tu dis ouais, un resto, viens manger des pâtes chez moi plutôt. Et puis les gens te posent des questions, tu gagnes. En fait, les gens sont très curieux aussi quand tu montes des boîtes. C'est combien tu gagnes, est-ce que tu vas bien gagner, les gens sont très curieux de savoir si tu vas réussir. Ça amène pas mal de curiosité. Et puis, donc, des fois, tu es un peu mal à l'aise, quoi. C'est un espèce de pression sociale. Et donc, ce qui est très bien, en fait, c'est de commencer quand tu es étudiant. Parce que, en fait, toute la période où tu es étudiant, tu es super serein. Parce que tu dis, c'est du temps où, de toute façon, j'aurais pas eu de job. Donc, t'as pas de pression. Une fois que tu travailles, en fait, en tout cas, une fois que les gens de ta promotion travaillent, tu commences à être un peu décalé, tu vois. Et donc, c'est un peu plus complexe. Voilà, et sinon, en difficulté, moi, ce que j'ai eu du mal à supporter au début, c'est le fait que les choses changent tout le temps et l'incapacité à planifier à titre perso. Que ce soit sur la boîte ou à titre perso, à 15 jours, on a ouvert des bureaux, on a des bureaux à Luxembourg et à New York. Et moi, l'idée, c'était que j'aille ouvrir ce bureau aux États-Unis. Et en fait, j'ai pas eu de visa, quoi. Et en fait, quand on est dans une grosse boîte, on s'en fout. Il y a un département HR qui s'en occupe avec Ubifrance, des trucs comme ça, on n'a rien à faire. Et puis là, en fait, on se retrouve à non, il n'y a pas de visa, donc tu pars pas. Et c'est la vie, quoi. Et personne ne peut rien y faire. Il y a pas de. Donc on est baqué par rien du tout. C'est un peu ça. Donc il faut s'attendre au changement toujours de dernière minute et pas planifier des trucs à très long terme. Une dernière petite question aussi. Et quand vous êtes lancé au départ, comme c'était vous connaissiez un développeur, tout ça, ou ça vous a pas fait peur après, je sais pas si vous connaissiez quelqu'un pour vous lancer. Alors en fait, on a un truc qui est magique à HEC, donc vraiment très très utile, qui s'appelle la boucle HEC Entrepreneur, qui est une espèce de mailing list Yahoo qui fait mal aux yeux. Mais c'est très sympa, c'est que tu mets n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Je cherche. Je vends ma maison. Voilà, je vends ma maison. Je cherche quelqu'un pour me prêter des agrafes. Je cherche un développeur PHP Symfony 2, n'importe quoi. Et en fait, il y a des gens qui te répondent. Et je sais pas d'où les trucs viennent, mais en fait, notre CTO nous est arrivé comme ça.
donc par cette boucle. Et c'est là où les écoles, enfin, où moi je vois un véritable intérêt aux écoles, c'est que on n'apprend pas grand-chose, les cours sont pas très utiles, mais il y a un truc de réseau qui est très très fort, c'est-à-dire que vous demandez un truc et la communauté vous aide. Et ça, c'est extrêmement utile. Vous parlez de bureau à New York, mais vous partez déjà à l'international, c'est ça? En fait, imagine que quand tu réserves sur Expedia, en fait, tu puisses faire que des Paris-Madrid et qu'en fait, si tu veux faire un Paris-New York, ça marche pas. Donc c'est assez emmerdant. Donc en fait, pour que le réseau ait beaucoup de valeur, il faut qu'il soit mondial. Et donc il faut très vite aller convaincre des compagnies dans le reste du monde. Ouais, je suis d'accord, mais vous parlez vous-même, ça fait que 10 mois, ça? On est quasiment à 18 en fait. Et vous parlez du fait des problématiques d'argent et ça, parce que c'est le début de la boîte, c'est normal. Mais du coup, c'est pas un poids supplémentaire d'avoir des bureaux à New York au tout début? Typiquement, alors c'est un poids, mais typiquement là, les 2 personnes qui travaillent à New York, elles sont pas payées. Donc finalement, plutôt léger. Elles sont d'accord, elles sont au courant. Donc après, tu proposes de l'equity, puis tu trouves une solution. En fait, une boîte, c'est aussi promettre un futur. Donc et puis je crois une vraie qualité de l'entrepreneur, en fait, c'est de réussir à convaincre sur ce futur et engager d'autres gens là-dessus. Et puis si ça marche, tout le monde sera heureux. Et puis sinon, on aurait eu une bonne expérience. Mais voilà, en fait, tu sais, les bureaux, c'est un bureau qu'on a dans un espèce d'incubateur. Je crois que c'est $600 le poste. Ouais, c'est ça. Puis au début, tu dis, tu peux négocier un peu, je vous paye les 3 premiers mois à la fin des 3 premiers mois. Enfin, tu trouves toujours une solution pour. Par contre, il faut gratter, ouais. Ça, c'est la vie de tous les jours, c'est gratter de l'argent, faut payer négocier tard. tout le temps. C'est tout le temps. Oui, je vous paye dans une semaine. Je vous rappelle, on va faire comme ça finalement. Et en tant que je sais, on a une culture un peu psychorigide, en mode on a une facture, faut la payer. Enfin, c'est la logique. Mais en fait, là, tu apprends en fait à déconstruire ce genre de barrière mentale. À la payer plus tard. Voilà. Et du coup, ça m'amène à ma question. Comment vous avez levé de l'argent? Et auprès de qui, en fait, tout simplement? On a été beaucoup aidés par le réseau. Notamment donc, Corentin et Alexandre qui ont déjà leur propre réseau et qui en plus donné de la légitimité au projet. Donc on a levé auprès de Business Angel et sont voilà, les réseaux. Moi je suis intéressé par le projet, je connais quelqu'un aussi qui pourrait mettre un peu d'argent et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On a commencé à aller voir quelques fonds, quelques institutionnels. En fait on s'est rendu compte que c'était un peu tôt, que notre produit à l'époque n'était pas suffisamment prêt pour aller les voir, mais ça permettait d'avoir un premier feedback, de voir un peu. Donc voilà, et on avait prévu de voir des fonds, finalement on a changé nos plans, donc ça a changé un peu les plannings, ce que disait Antoine, on s'adapte en fait, on s'adapte. En fait, c'est la vie, mais si les fonds tu vas les chercher trop tôt, ils te fument sur la valorisation, donc en fait tu as intérêt à les faire entrer le plus tard possible et donc pas payer de facture pendant très très longtemps pour pouvoir t'offrir le luxe de les faire entrer le plus tard possible. Et comme vous ne payez pas certaines personnes, comme celles qui sont à New York, elles ne cherchent pas peut-être à avoir des pourcentages de la société ou plus tard? Si, voilà. En fait, il y a toujours une contrepartie, elle est quelque part. Hein, donc, et donc du coup, ils ont les pourcentages. C'est de l'equity, c'est des BSA, voilà, il y a plein de solutions pour offrir. C'est en fait, l'equity, c'est tout simplement des pourcentages dans la boîte. Des BSA sont des options en fait, ils pourront acheter des parts de la boîte plus tard à un prix fixé à l'avance. Donc pour eux c'est assez intéressant. Là on dit ça vaut je sais pas, $1 la part. Si dans 3 ans en fait elles en valent 64 ou 10 000, elles les paieront $1, elles pourront les revendre tout de suite derrière. Donc voilà, ça en fait il faut miser sur le futur, il faut entraîner les gens avec nous et derrière on fait tout pour délivrer tout ça, parce que quand on promet derrière il faut quand même délivrer, et sinon c'est là où nous, Alexandre et puis les avocats, etc., sont extrêmement utiles. C'est qu'ils nous apprennent qu'il y a plein de mécaniques financières pour donner des parts sans en donner. C'est-à-dire... sans les donner tout de suite. C'est des options, c'est des trucs comme ça.
où c'est tu les as, mais si tu pars, en fait, si tu pars avant telle date, tu es obligé de les revendre à un prix très bas. Donc en fait, il y a plein d'options pour pas filer des parts en fait, à quelqu'un gratos et prendre le risque qu'il se barre ou qu'il ne délivre pas, etc. Il y a énormément de mécaniques que les gens qui font souvent ça, donc les fonds, les avocats, etc., connaissent et qui pourront vous aider. Le jour où vous montez une boîte, commencez pas à filer des parts gratos, des vraies parts, quoi, tout de suite. Parce qu'après, c'est fait, quoi. Pour ceux qui m'ont beaucoup entendu parler de la problématique de partenariat et l'importance de créer des bons partenariats, ça c'est encore un sujet où Alexandre a eu une expérience intéressante avec un partenaire qui a eu des parts un peu gratuitement, sans toutes ces clauses que tu viens de décrire. Et donc il a appris sur le tas parce qu'il s'est bien brûlé, parce que en gros le partenariat s'est très mal passé. Ce partenaire, entre guillemets, n'a jamais rien vraiment contribué. Et en gros avait un gros pourcentage de la boîte. Donc c'est la chose à ne pas faire, ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. C'est quand vous créez des sociétés, il faut que ce soit ultra bien encadré pour que justement les règles du jeu soient établies dès le début. Donc toutes ces règles-là, c'est encore un apprentissage sur le tas. D'ailleurs, je sais que les fonds, en général, avec les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas bien accompagnés, les fonds en profitent pour le dire, pour rincer les fondateurs en mettant des clauses. C'est des choses qui arrivent, donc il vaut mieux toujours se faire accompagner. Ça nous amène encore à Creative Valley. Combien d'entre vous ne savent toujours pas ce que c'est que Creative Valley? Vous savez tous maintenant? Non, mais c'est une preuve qu'il faut qu'on en parle encore davantage. Bon, je ne suis pas Creative Valley, mais généralement, il y a quelqu'un, pas aujourd'hui, mais normalement, il y a quelqu'un qui représente Creative Valley. C'est un incubateur qui a été créé justement pour aider des jeunes entreprises pour un encadrement juridique, un encadrement stratégique, de mentoring, etc., qui travaille directement avec 42. En fait, ça a été lancé par Yann Gozlan, qui est aussi un des cofondateurs de 42 et qui était... qui est en équipe avec toute l'équipe pédagogique que vous connaissez ici. Donc, Creative Valley, c'est aussi pour vous un lien direct si vous pensez être entrepreneur pour trouver une maison d'encadrement qui pourrait justement vous aider dans toutes ces étapes-là. Il va falloir qu'on s'arrête là. Je suis très impressionnée parce que vous n'étiez pas beaucoup et vous avez posé tout autant de questions. Donc, bravo. Merci à tous les deux. Merci d'avoir proposé de venir. Ah oui, point très important, je l'avais mentionné avant, mais OpenJet recrute. Je sais que vous n'êtes pas encore tout à fait au stade stage, mais s'il y a des possibilités et opportunités en parallèle, ou même si c'est dans quelques mois, je voulais quand même le rementionner parce que au cas où l'industrie vous intéresse. Et si vous avez des pourcents. Maintenant, on a des fonds, on ne sera pas que des t'auras des... C'est pour ça que maintenant, on accélère là-dessus. Bon, merci à tous les deux en tout cas. Merci beaucoup. Puis si vous avez une question ou quelque chose, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je ne sais pas si notre mail est quelque part. Ok, c'est. Ouais, ou sur le site, il y a un truc contact, ça nous arrivera. Voilà.